Liu Sheng déchaîne un coup de poing dévastateur, mais s'arrête net, envoyant une onde de choc massive qui projette He Dao en arrière. Le vieux guerrier utilise sa grande épée pour s'ancrer contre la force écrasante. Liu Sheng se tient là, totalement impassible face à l'échange. He Dao est incapable de comprendre la puissance immense dont il vient d'être témoin. Aonong Turing observe l'issue de l'affrontement dans un silence stupéfait. Le prodige elfe est terrifié, il réfléchit au fait que, s'il savait que l'écart de puissance serait absurde, il n'avait jamais imaginé que le résultat serait aussi extrême. Ao Nong Turing note que même les simples ondes de choc étaient insupportables, frissonnant à la pensée terrifiante de ce qui se serait passé si Liu Shang ne s'était pas retenu. He Dao réalise que Liu Shang a délibérément arrêté son attaque par peur de le tuer d'un seul coup de poing. He Dao note l'ironie sombre de la situation, reconnaissant que sa propre entaille ultime, à pleine puissance, était moins puissante que le simple fait pour Liu Shang d'interrompre sa frappe. He Dao est d'autant plus humilié par la réalisation que Liu Shang a atteint cette domination écrasante sans même utiliser son véritable atout, la loi du tonnerre. Malgré sa victoire absolue, Liu Shang est déçu, il pense qu'il était très proche de faire progresser sa technique de poing vers le 6e royaume, mais qu'il devra attendre sa prochaine percée. Il note que sa compréhension du point des 5 saisons a atteint la limite absolue du 5e royaume, ne nécessitant qu'un petit effort supplémentaire pour franchir le seuil final. Liu Sheng considère qu'il pourrait facilement réussir cette percée en portant un coup de poing à pleine puissance dans le monde réel, mais il hésite en raison des conséquences graves. Il conclut qu'une frappe à pleine puissance ne se contenterait pas de détruire l'espace de culture lourdement renforcé, mais qu'elle désintégrerait instantanément He Dao. Liu Sheng réfléchit à sa propre force, il réalise que posséder le pouvoir d'annihiler sans effort un expert de niveau 13 avant même d'atteindre le 6e royaume signifie que sa loi stellaire est bien plus puissante qu'il ne le pensait initialement. Il déduit que la loi de He Dao est liée au flétrissement, ce qui donne à Liu Sheng un avantage naturel et écrasant dans leur duel. Liu Sheng demande aux deux guerriers humiliés quels sont leurs projets désormais. He Dao admet que Liu Sheng n'a plus besoin de participer à aucun entraînement spécial. Liu Sheng accepte cela sans discuter, leur disant de continuer à s'entraîner seul alors qu'il s'en va. Liu Sheng réfléchit à son avenir, anticipant avec impatience son arrivée dans la galaxie du Serpent Céleste, réalisant que les 100 grandes régions stellaires actuelles sont désormais trop petites pour contenir sa puissance et son ambition croissante. Un tremblement notable secoue le vaisseau, mettant He Dao et Aonong Turing en état d'alerte maximale. La tension s'apaise lorsqu'Aonong Turing note que l'aura oppressive à l'extérieur a disparu, il annonce qu'ils ont enfin franchi en toute sécurité les limites du champ de bataille de l'espace lointain. Liu Shang se demande comment ils ont réussi à s'échapper si rapidement et s'interroge sur ce qui s'est exactement passé avec le Seigneur de l'Oubli. Au loin, Seiya se tient silencieux, vêtu d'un manteau élégant de style militaire de haut rang appartenant à sa famille. Il a retrouvé l'apparence luxueuse et imposante digne de l'ancien jeune maître de la famille Liar. Cependant, malgré sa tenue royale, Seiya est submergé par une profonde anxiété et un malaise. Sa sœur jumelle, Pasha, le presse de prendre une décision, lui rappelant que le banquet de succession commence dans seulement 10 minutes. Seiya est pleinement conscient de ce qui l'attend de l'autre côté. Envahi par l'hésitation, il admet qu'il ne sait pas s'il pourra aller jusqu'au bout. À l'intérieur d'un immense manoir luxueux niché dans une forêt luxuriante sur la planète Myrdona, la terre ancestrale de la famille Lyre, Seiya se retrouve paralysé par la peur, bien qu'il ait réussi le voyage de retour, il manque de courage pour quitter sa chambre sécurisée. Pierre souligne que la famille Lyre ne sait toujours pas qu'il est arrivé, ce qui signifie qu'il est en sécurité pour le moment, cependant, elle remet en question sa lâcheté, demandant à quoi bon continuer à se cacher. Pierre lui adresse un rappel brutal de la réalité, elle lui rappelle que le pouvoir et l'influence de la famille Lyre s'étendent sur plusieurs régions stellaires, ce qui rend impossible pour lui de s'enfuir et d'éviter leur poursuite éternellement. Pierre expose ses deux seules options réalistes, elle explique qu'il doit soit fuir à travers 10 régions stellaires pour se cacher sous un faux nom à jamais, soit bâtir une force encore plus grande que celle de la famille Lyre pour revenir et les conquérir tous. Submergé par la nature extrême de ses choix, Seiya lui dit d'arrêter de parler. Seiya rationalise qu'une seule personne renversant un empire commercial séculaire est un scénario destiné au roman fantastique, acceptant la réalité, il rassemble enfin son courage et déclare qu'il assistera au banquet. La prophétie d'In lui traverse l'esprit, lui rappelant de retourner là où tout a commencé pour réclamer son droit de naissance. Seiya solidifie sa résolution, réalisant qu'il doit affronter sa famille, peu importe ce que dicte la prophétie. Seiya quitte sa chambre et descend le grand escalier du manoir, Tang. Dans l'accueil, louant son ami d'avoir fait le bon choix en allant de l'avant, Seiya est momentanément déconcerté par ce soutien enthousiaste. Désireux d'obtenir un avantage, Seiya demande à savoir si Tang Dan a découvert un avantage secret ou une connaissance cachée sur la situation.
Tang Dan admet qu'il veut simplement goûter au plat luxueux du banquet et qu'il craignait de les manquer si Seiya restait caché. L'excitation de Seiya retombe instantanément face à la motivation de son ami, entièrement axée sur la nourriture. Pendant ce temps, dans la salle de banquet bouillonnante. La pièce somptueuse est bondée de nobles élégamment vêtus. Le président Obar fait son entrée, attirant l'attention et les salutations respectueuses des participants. Les invités bavardent entre eux, discutant de la mort du patriarche dès l'heure survenue 6 mois plus tôt. Ils notent que le banquet de ce soir décidera officiellement du nouvel héritier, et que Wells est actuellement le favori incontesté. Wells présente sa fiancée, Mephu, au président Obar. Le président Obar flatte Mephu, affirmant que sa beauté surpasse celle des étoiles. Wells reconnaît le rôle du président Obar dans son succès, admettant qu'il n'aurait pas pu consolider sa position de pouvoir actuelle aussi facilement sans le soutien corrompu du président. Le président Obar répond poliment qu'il est toujours heureux de soutenir des jeunes gens énergiques qui ont un avenir prometteur. Obar s'excuse, prétendant qu'il doit parler avec le président de la région d'Obsidian Star. Mephu remarque à Wells que l'attitude du président semble plutôt ambiguë et non engagée. Wells explique que Obar est un vieux renard rusé qui évite les paris risqués, ne soutenant Wells que parce qu'il est l'héritier présomptif actuel. Il ajoute que si un candidat plus fort apparaissait, Obar l'abandonnerait sans hésiter. Mephu informe Wells de renseignements récents indiquant que Sia a en fait survécu à sa récente tentative d'assassinat et s'est échappé. Imperturbable, Wells révèle qu'il sait déjà que la famille Bayuesha est intervenue pour emmener Sia, mais demande à Mephu si elle croit vraiment qu'ils ont l'intention de l'aider. Wells note que si les Bayou sont effectivement la famille maternelle de Sia. Il assure à Mephu qu'ils ne proposeront absolument aucune aide réelle à Sia pour récupérer son titre. Quand Mephu demande pourquoi, Wells explique que la famille Bayou Ishia est, dans l'âme, composée de marchands calculateurs. Considérant la situation comme une simple transaction commerciale, Wells détaille la philosophie marchande. Avant tout investissement, un vrai marchand calcule non seulement le taux de rendement potentiel, mais, plus crucialement, la probabilité réelle de succès. Wells demande à Mephu de considérer à quel point les probabilités sont incroyablement faibles pour qu'un raté comme Sia parvienne réellement à devenir le patriarche de la famille Laresia.